Jambo, Nangadef, Atipa, Aïbobo. D'accord. Je suis Kama Saba Makeda Makanda, un héritier de la pensée de Cheikh Anta Diop. Ce soir, comme annoncé, selon des flyers qui ont circulé, également un teaser, je vais traiter le thème suivant. Que doit faire concrètement le combattant africain pour redonner à l'Afrique sa superpuissance? Pour moi, c'est un sujet qui est grave, important, et donc je me ferai fort de l'exposer avec précision, mais aussi avec simplicité pour que le plus grand nombre d'entre nous comprennent mon propos. Tout d'abord, je vais rapidement préciser des termes peut-être simples pour certains, pour d'autres non, qui composent mon thème. Le premier terme que je veux préciser, c'est celui de combattant africain. Qu'est-ce que j'entends par combattant africain? On pourrait dire c'est ce qu'on appelle par ailleurs, pour moi, un panafricain. Panafricain que je pourrais opposer par exemple à nationalistes, des nationalistes africains, il y en a, ceux qui vont privilégier leur nation, leur pays, mais j'aime bien ajouter que ces pays résultent de la conférence de Berlin de 1884-1885 et la formation de ces pays vise à mettre en difficulté la cohabitation des peuples qui se retrouvent ou des parties de peuples qui se retrouvent dans ces nations. Et pour cela, je ne suis pas amené à mettre dans ce terme de combattants africains ceux qui sont des nationalistes. Car pour moi, on ne peut pas accéder à la plus grande efficacité lorsqu'on est un nationaliste africain. On peut aussi opposer, peut-être encore plus simplement, panafricains ou combattants africains à les tribalistes. On connaît dans nos pays beaucoup de chefs d'État qui sont tribalistes, c'est-à-dire qui vont privilégier ceux, alors on va dire tribus, pour reprendre ce terme qu'affectionnent les Occidentaux, mais on pourrait dire ceux de leur ethnie. Hein. De là, on pourrait aussi parler d'ethnicisme. Pour combattants africains, donc voilà, très simplement, les panafricains. Alors, moi, je suis un panafricain mouvance diopiste, ce qu'on appelle depuis quelque temps plus souvent kamite. Je me réclame donc de la pensée de Cheikh Anta Diop. Et donc, tout ce que je vais dire plus bas, c'est en me fondant sur les travaux, les réflexions du professeur Cheikh Anta Diop, dont j'ai dit j'étais un héritier de sa pensée. Le deuxième mot que je veux préciser, c'est celui de superpuissance. La superpuissance, lorsqu'on dit une superpuissance, aujourd'hui, une superpuissance, très simplement, c'est, on pourrait dire, un État qui défend brillamment ses intérêts, qui impose sa volonté à beaucoup d'autres pays, voire à tous les pays. Aujourd'hui, comme exemple de superpuissance, on pensera tout d'abord aux États-Unis d'Amérique,
qui, depuis près de 100 ans, sont la grande puissance mondiale. Heu, Elle a eu un concurrent au XXe siècle, un sérieux concurrent, c'est ce qu'on a appelé l'URSS. Et donc pendant une bonne partie du XXe siècle, on avait 2 superpuissances, États-Unis d'Amérique et URSS. L'URSS a un peu reculé, aujourd'hui car, déjà l'URSS, on va dire, a disparu, remplacée par, une multitude d'États. Au centre de cette multitude, il y a la Russie. La Russie avec notamment, on pourrait dire, son président Poutine qui, s'emploie à revenir, à ce statut, à ce stade de la superpuissance et qui, on va dire, si la Russie n'est pas encore une superpuissance, n'est plus, elle n'est pas loin de l'être et de le redevenir, notamment pour, je dirais, à partir de sa, puissance militaire, atomique, elle mérite, pratiquement ce titre. Un autre exemple, un dernier, de superpuissance, eh bien, c'est, on peut dire la toute nouvelle Chine, la Chine, depuis près de 20 ans, heu inquiète, on pourrait dire, les États-Unis d'Amérique. En passe de lui prendre le leadership mondial sur le plan, économique, tout d'abord, et peut-être après, tout naturellement militaire, politique et cetera. Donc voilà, des superpuissances actuelles. Alors, un troisième mot dans mon énoncé, dans mon thème, c'est redonner à l'Afrique sa superpuissance. Pourquoi je dis redonner, à l'Afrique sa superpuissance? Parce que, l'Afrique a été une superpuissance. On le sait pas habituellement, parce que, notamment l'enseignement qu'on reçoit dans les écoles, dans les universités, dans les grands médias, ne présente pas l'Afrique ainsi. Ce serait même exactement le contraire, au point où parfois on entend dire que l'Afrique, n'est pas encore entrée dans l'histoire, n'a pas d'histoire. Donc c'est le contraire de ce qu'on pourrait appeler une superpuissance. Eh bien, dans l'Antiquité, pratiquement dans toute l'Antiquité, c'est l'Afrique qui a été la grande, puissance, la superpuissance, mondiale. On pourrait même parler d'hyperpuissance, car elle était seule, à ce stade. Cela à travers l'Égypto-Nubie. On peut aussi parler du royaume ou de l'empire sabéen, dans tout ce qu'on appelle la péninsule arabique. C'était des Africains qui dominaient, dans l'Antiquité, pratiquement jusqu'à l'Antiquité finissante. D'ailleurs, le royaume sabéen a été, prolongé par l'empire d'Aksum. Donc, l'Afrique superpuissance, ça a été dans l'Antiquité, la réalité. On peut aussi noter la Phénicie, qui était aussi, heu une entité africaine et puissante aussi dans le dernier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi dans mon énoncé, j'ai dit redonner à l'Afrique sa superpuissance, car elle l'a été et elle peut le redevenir. J'en viens à mon thème pour, progresser très vite vers l'essentiel. Que doit faire concrètement le combattant africain pour redonner à l'Afrique sa superpuissance? Je vais y répondre dans un premier temps très simplement dans mon introduction. Après, je développerai, je préciserai. Pour redonner à l'Afrique sa superpuissance, le combattant africain doit s'employer à reprendre le contrôle de la tête
de la pensée des filles et des fils d'Afrique. Voilà ma réponse, toute simple, à la question de mon thème. Je le redis, pour redonner à l'Afrique sa superpuissance, le combattant africain doit s'employer à reprendre le contrôle de la tête, de la pensée des filles et fils d'Afrique. Et ma réponse, pour moi, c'est alors pour moi, je devrais, dire aussitôt après, et il faut toujours l'entendre ainsi. Selon moi, pour Cheikh Anta Diop, c'est de lui, je dis, que je tire toute ma compréhension des choses. Et par conséquent, ce que je dis, ce que je pense, est fortement inspiré de sa réflexion. Et donc, cette réponse, contrôler, reprendre le contrôle de la tête, de la pensée des filles et fils d'Afrique, eh bien, c'est la mission exclusive du combattant africain. Selon moi, c'est la mission exclusive du combattant africain. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que, quelque part dans ses réflexions, dans ses écrits, Cheikh Anta Diop a été amené, à le dire, selon moi. Précisément, c'est dans ce livre-là, Alerte sous les tropiques. Alors, on nous met Cheikh Anta Diop. Il n'a pas été vraiment écrit par Cheikh Anta Diop, ce livre, je dirais. Cependant, ce sont ces articles de 1946 à 1960 qui sont réunis dans ce livre, et c'est sa famille, après sa mort, au début des années 90, qui ont rassemblé ces articles et ont créé ce livre-là avec ce titre. Sachant que dans le livre, il y aura aussi un article qui aura le même titre, Alerte sous les tropiques. Alors, dans ce livre, à la page 45, Cheikh Anta Diop nous dit quelque chose qui, pour moi, sera la définition de la mission du combattant africain. Alors, je vous lis cet extrait tiré de l'article Vers une idéologie politique africaine, page 45, donc je dis bien de Alerte sous les tropiques. Et c'est assez bref, hein, c'est 3 lignes et demie. Cheikh Anta Diop nous dit: «L'objectif numéro 1 dans la lutte d'indépendance nationale que nous menons et que tout peuple opprimé doit mener jusqu'au succès ou jusqu'à sa disparition totale est de provoquer la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire.» Voilà la phrase, la pensée de Cheikh Anta Diop qui m'amène à dire que reprendre le contrôle de la tête, de la pensée des filles et fils d'Afrique est la mission exclusive, je dis bien exclusive, du combattant africain. Il n'y a pas d'autre mission, selon moi. Et pourquoi donc je dis cela? Eh bien parce qu'il dit bien l'objectif numéro 1. Il n'a pas dit 2, il n'a pas dit recommandation, il a dit objectif numéro 1. C'est même le premier mot de la phrase. Donc, l'objectif numéro 1 est de provoquer, donc je saute la partie qui, je dirais, peut être mise de côté. L'objectif numéro 1, selon Cheikh Anta Diop, est de provoquer la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. Et donc, prise de conscience, le contrôle de la tête, la pensée, pour moi, nous renvoie à cette idée de prise de conscience. Et par la suite, Cheikh Anta Diop a été amené à employer un terme encore plus précis que prise de conscience. C'est, pour moi, sa notion phare dans son œuvre.
comme équivalent donc de prise de conscience, il va nous dire conscience historique africaine. Conscience historique africaine. Et ce mot a été aussi défini très précisément par lui. On le trouve notamment dans ce livre-là, toujours de Cheikh Anta Diop, écrit par lui, hein, de son vivant, en 1981. Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie. J'ai oublié de dire jusque-là que les livres en question que j'ai cités de Cheikh Anta Diop sont édités par Présence africaine, qui était les éditions phares de Cheikh Anta Diop, celle pratiquement chez laquelle toute son œuvre a été écrite, pratiquement toute son œuvre. Donc chez Présence africaine. Dans ce livre, je ne vais pas vous lire la définition ou les précisions qu'il donne sur cette notion de conscience historique africaine. C'est un peu long, mais je vous indique la page. C'est aux pages 272 et 273, donc de Civilisation ou barbarie. Voilà, donc on pourra retrouver sa définition, fort, je dirais, documentée. Moi, je vais m'employer ici à donner une définition, je vais dire, personnelle, mais selon moi, qui s'inspire beaucoup de ce qu'il dit dans Civilisation ou barbarie. Je traduis très simplement l'idée de conscience historique par la totale conviction des filles et fils d'Afrique que la destinée de l'Afrique est de briller éternellement sur Terre, et je pourrais même ajouter d'être une superpuissance, c'est-à-dire une nation qui défend totalement, vaillamment ses intérêts, et pour, je dirais, encore plus coller à, je dirais, la compréhension du monde, même, je dirais, au sens de la vie, eh bien, une superpuissance est une superpuissance, c'est une nation qui contrôle les ressources mondiales, ressources matérielles, on pourrait dire aussi immatérielles, le pétrole, l'uranium, les idéologies, les sciences, les technologies, tout ça, ça fait partie des ressources. Eh bien, une superpuissance, c'est une nation qui maîtrise les ressources matérielles et immatérielles et qui tire profit de la plupart des richesses mondiales. C'est elle-même, on dira, la principale bénéficiaire des richesses mondiales. On peut dire, voilà, la superpuissance, c'est ça. Et la prospérité est un fait au sein d'une superpuissance. Et donc, du temps où l'Afrique dans l'Antiquité était une superpuissance, eh bien, l'Afrique était un pays d'abondance matérielle, hein, tout d'abord, mais elle était aussi le phare du monde par sa science, ses arts et ses lettres. En matière de spiritualité, c'est elle qui a fondé toutes les grandes pensées en matière de spiritualité. Aujourd'hui, on parlerait plus volontiers de religion. Les religions actuelles ont beaucoup emprunté à l'Égypte pharaonique, sans le dire. Mais lorsque on va dire, on découvre Cheikh Anta Diop, eh bien, on apprend tout cela. Je termine avec cette idée de conscience historique qui, je dis, est la notion centrale pour moi dans l'œuvre de Diop. La conscience historique doit être vue donc comme la source de la puissance ou de la superpuissance. Et j'ajoute, et en aucun cas la bombe atomique. C'est pas la bombe atomique ou une super armée qui sont les sources, les fondements
de la superpuissance, c'est la conscience historique. Cette totale conviction, comme je l'ai dit, des filles et fils d'une nation, que la destinée de leur nation est de briller éternellement sur terre, d'être une superpuissance. Donc, c'est la conscience historique, la source de la superpuissance et de la puissance. Et en aucun cas, la bombe atomique, la bombe, dont la bombe A, ou plutôt dans la bombe H, c'est la bombe H aujourd'hui, on nous dit qui est la super bombe qui a supplanté la bombe A. Eh bien, les bombes atomiques ne sont pas la source de la puissance, mais la conscience historique. Et la puissance militaire, justement, qui peut être traduite par une super armée, par aussi la détention de la bombe atomique, comme la puissance économique, qui, elle, peut être traduite par une multitude d'entreprises performantes, ne sont que les résultantes de la puissance de la conscience historique. C'est un peuple doté de sa conscience historique qui est à même de générer en son sein une puissance militaire et une puissance économique. Et je termine, je dirais, avec une dernière équivalence. Lorsqu'on dit aussi conscience historique, on peut entendre puissance de l'esprit, la puissance de l'esprit. Voilà. Je vais maintenant annoncer mon plan, très, très simplement. J'ai dit que j'allais préciser ma réponse, la réponse à ma question centrale. Que doit faire concrètement le combattant africain pour redonner à l'Afrique sa superpuissance? J'ai dit, pour cela, le combattant africain doit s'employer à reprendre le contrôle de sa tête, de la pensée des filles et fils d'Afrique. Eh bien, je vais préciser cette réponse en deux temps. Tout d'abord, je vais présenter le combattant africain d'hier et d'aujourd'hui. Ensuite, le combattant africain de demain. Cette distinction, c'est pour nous dire que jusqu'à ce jour, le combattant africain, pour moi, n'est pas très efficace. Donc, celui que je dis d'hier et d'aujourd'hui. En revanche, celui de demain le sera. C'est ça, mon propos, c'est cela qu'il faut entendre. Alors, commençons par le combattant africain d'hier et d'aujourd'hui. C'est donc le combattant, c'est ce qu'il a fait pour l'essentiel, jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. Dans ce groupe, ce combattant africain d'hier et d'aujourd'hui, en son sein, je distinguerai deux groupes de combattants. Tout d'abord, un groupe très majoritaire. Ensuite, un groupe très minoritaire. Sachant que le groupe des combattants africains dans l'ensemble des Africains est très minoritaire. Moi, personnellement, je l'évalue à peine 5% des Africains. Je dis bien, pour moi, à peine 5% des Africains sont des combattants africains. Et les 95% autres ne le sont pas du tout. Alors, je commence par présenter le groupe majoritaire des combattants africains donc je dis qui est majoritaire, ce groupe. Ce groupe peut être lui-même décomposé en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est ceux que j'appelle les combattants qui font de l'entre-soi. Qu'est-ce que j'entends par là? Ces combattants qui font de l'entre-soi, ils consacrent leur temps, on pourrait dire leur temps de combat,
à commenter l'actualité et à débattre ou échanger pour l'essentiel entre eux de faits historiques. Très souvent, les groupes WhatsApp de ces combattants africains sont, je dirais, très très il y a beaucoup d'adhérents, où ça discute. Moi, je dirais, sans prendre part à ces discussions, j'ai été mis par certains, fondateurs de ces groupes WhatsApp dans le groupe et je vois quelque chose, comme plus de 100 messages, plus de 100 échanges par jour. On peut même arriver à certains jours à 200 échanges. Et donc, voilà, on peut aussi sur Instagram, TikTok, constater cela, Facebook aussi, où donc des combattants africains, des gens qui se disent se battre pour que l'Afrique redevienne une superpuissance, eh bien, ils passent leur temps à commenter l'actualité et à débattre ou échanger, pour l'essentiel, entre eux, de faits historiques. Je ne sais pas si j'avais dit entre eux précédemment, mais c'est important cette précision. Hein, c'est entre eux de faits historiques. Le deuxième sous-groupe, c'est ce que j'appelle les combattants qui sont d'éternels étudiants. Ceux-là, ils consacrent leur temps de combat. Je devrais même dire, pour moi, en fait, ce que j'ai appelé ici temps de combat, je serais plus tenté de dire, de façon sincère, c'est des temps de loisirs. J'appelle pas ça véritablement temps de combat, ce sont des temps de loisirs. Et ça, c'est valable pour le premier groupe que j'ai qualifié des combattants de l'entre-soi. Donc, c'est valable pour les deux sous-groupes. Alors, ce sous-groupe des combattants qui sont d'éternels étudiants, eux, ils passent leur temps à prendre connaissance de conférences, de livres, de live, donc à apprendre, hein, toujours écouter ce que disent des alors d'autres combattants, hein, qui eux vont animer des conférences, vont faire des livres, hein, et c'est le groupe minoritaire dont je parlerai plus bas. Donc voilà, des combattants qui sont d'éternels étudiants. Alors, je vais pour montrer en quoi ce groupe, surtout, mais je pourrais le dire aussi du précédent, en quoi, pour moi, c'est plus du loisir que du combat, hein, beaucoup plus du loisir que du combat. Je vais m'inspirer d'un texte encore de Cheikh Anta Diop. Vous voyez bien, hein, que je ne me détache pas de lui. À chaque fois, c'est toujours sur la base de sa réflexion que je me positionne. Alors, c'est un peu long, je vais le lire, mais ce qu'on va retenir, c'est très court. Cheikh Anta Diop nous dit, toujours dans ce livre Alerte sous les tropiques, à la page 104, et là, c'est tiré de l'article, justement, Alerte sous les tropiques. Et il nous dit, pratiquement à la fin de l'ouvrage, ça peut être vu comme la conclusion de l'article. Il nous dit, il ressort de cette étude que les événements nous laissent à peine une génération. Cela veut dire que si notre génération ne devient pas patriotique par éducation et par prise de conscience des problèmes nationaux, afin de se sacrifier sans réserve à la cause de l'indépendance nationale, il sera trop tard pour que la génération cadette le fasse avec succès. Autrement dit, ce sera notre génération ou aucune. Notre génération libérera l'Afrique ou aucune n'aura plus le temps de le faire. Sa mission historique se précise dès lors.
Sera-t-elle capable de la comprendre et de l'assumer? Il faut espérer que oui, à force d'éducation et de travail. Alors, j'ai lu cet extrait, c'était pour montrer en quoi le groupe de ceux que j'ai appelés les combattants qui sont d'éternels étudiants, mais aussi ceux qui font de l'entre-soi, en quoi ça relève plus du loisir que du combat. Alors, il y a je dirais, cette portion hein, de l'extrait où Cheikh Anta Diop nous dit afin de se sacrifier sans réserve à la cause de l'indépendance nationale. Donc, lorsque je lis se sacrifier sans réserve, eh bien, je vois un contraste avec la façon de combattre de ceux que j'ai appelés d'éternels étudiants ou de ceux qui font de l'entre-soi. Je redis, on est loin de sacrifice. Lorsqu'on parle pour un peuple de génération sacrifiée, eh bien, on n'est pas dans les discussions de l'entre-soi où on commente l'actualité, où on débat sur faits historiques, hein, on va dire on peut dire entre intellectuels, on passe son temps à ça, et encore moins, on passe pas son temps à apprendre, je dirais, comme fait en soi. Hein. On pourrait même dire que lorsque il est question de génération sacrifiée, on doit entendre par là que euh, la sueur et le sang hein, sont de mise dans le combat qu'on mène. Comme l'avait dit Churchill en 1945, je n'ai pas totalement l'expression en tête, mais lorsqu'il a été nommé pour mener la Grande-Bretagne à la libération face à l'Allemagne en 1939-45, eh bien, il a parlé de sueur et sang. Et donc, là, on comprend l'idée de sacrifice. Et donc, voilà. En quoi voilà ce que je tenais à dire concernant, je dirais, la nature du combat de ce groupe très majoritaire de combattants, des combattants d'hier et d'aujourd'hui. Et ce groupe, il est, comme je dis, donc très majoritaire. Eh bien, voilà, on pourrait dire l'essentiel de nos combattants. Il y a quand même, je l'ai dit aussi, ce groupe de combattants d'hier et d'aujourd'hui qui est minoritaire. On pourrait dire quelque part, heureusement quand même qu'il y a ce deuxième groupe. Il est donc à peine de 5% des combattants africains d'hier et d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je dis très minoritaire. Alors, généralement, ce groupe est composé de brillants chercheurs et aussi de brillants producteurs d'informations sur l'Afrique des Lumières sous forme de livres, de chansons, de comptines, de jeux, de jouets, de chorégraphies, de pièces de théâtre, etc. Mais, je dirais, il y a un mais, c'est que ce groupe est élitiste. C'est-à-dire, il ne produit de l'information essentiellement que pour les personnes qui ont un niveau universitaire et parfois même un très haut niveau universitaire. Je dirais c'est ça l'inconvénient et même un inconvénient majeur. Groupe dans lequel j'ai dit il y a de brillantes personnalités, brillants chercheurs, brillants écrivains, eh bien, il est élitiste. Donc, comment dire, c'est problématique. Alors, conséquence pour l'Afrique de, je dirais, ce type de combattants que l'on a eu jusque-là, hier et aujourd'hui, c'est que la pensée
la tête de la plupart des Africains demeure à ce jour sous contrôle des puissances étrangères, occidentales et orientales. Ce sont ces puissances-là qui continuent de façonner la pensée des filles et fils d'Afrique. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle ce que j'ai eu l'occasion d'appeler la persistance du désastre africain, eh bien, pourquoi elle est toujours de mise? Pourquoi ce désastre persiste? C'est-à-dire pourquoi l'Afrique est appauvrie par les autres? Pourquoi on la déporte sur d'autres continents? Pourquoi on la colonise? Eh bien, parce que les combattants africains ne parviennent pas à reprendre le contrôle de la pensée des filles et fils d'Afrique. Et de là, moi, je dis, au lieu d'une Afrique superpuissance qu'on aurait dû avoir depuis ses indépendances africaines, ce qu'on a appelé ainsi, même si certains avaient, à juste titre, peuvent dire non, c'était une mascarade, il n'y a jamais eu d'indépendance africaine. En tout cas, les combattants africains, ceux, je dis en particulier, qui se réclament de la pensée de Cheikh Anta Diop, ils avaient toutes les ressources intellectuelles, spirituelles, pour pouvoir faire en sorte que l'Afrique redevienne une superpuissance et ne continue pas à être, alors je vais inventer un peu un mot, une super impuissance. Une super impuissance. L'Afrique aujourd'hui est une super impuissance. Hein, au lieu d'être une superpuissance, regardez, c'est pas moi qui ai élaboré ces exemples, c'est d'autres avant moi, j'ai trouvé ça très pertinent, lorsqu'ils disent la Corée du Sud, au moment 60 ans en arrière, donc début années 60, était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et on pourrait dire de la plupart des pays d'Afrique et même de tous les pays d'Afrique, au même niveau de développement. Eh bien, 60 ans après, regardez où est la Corée du Sud et regardez où sont les pays d'Afrique, où est la Côte d'Ivoire, où est le Cameroun. Eh bien, il n'y a pas photo. La Corée du Sud, petit pays en plus, on pourrait dire, il y a à peine 60 millions d'habitants, est largement devant tous les pays africains, même le Nigeria, la grande puissance africaine, disons la puissance africaine, on va dire. Donc voilà, pour moi, c'est parce que nous, les combattants africains, eh bien, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. C'est pour cela que l'Afrique continue d'être une super impuissance. Si on se met à la hauteur des enjeux, si on perçoit, notamment les diopistes, toute la puissance qu'il y a dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, eh bien, on est en mesure, en même pas 2 générations, de dépasser et la Corée, et les États-Unis, et la Chine, de dépasser tout le monde. Voilà, c'est mon propos pour terminer cette première partie où j'ai présenté donc le combattant africain d'hier et d'aujourd'hui. Alors, ma deuxième partie, j'avais dit, c'était le combattant africain de demain. Donc, celui, on va dire, qui est en gestation. On peut le voir comme ça. On va espérer que la gestation est très avancée et que dès les prochaines années, on va voir ce type de combattant africain à foison, en grande quantité. Alors, qui est ce combattant africain de demain? Ce combattant sera celui qui a compris que sa mission exclusive
est de reprendre le contrôle de la tête et de la pensée des filles et fils d'Afrique aux dépens des puissances étrangères, orientales et occidentales. Autrement, il aura bien compris que c'est sa mission exclusive. De plus, ce combattant africain de demain, il aura compris comment on parvient, et je devrais même dire surtout, il aura compris comment on parvient à reprendre le contrôle de la tête, de la pensée des filles et fils d'Afrique aux dépens des puissances étrangères, orientales et occidentales. Alors, cette compréhension de sa mission, tout d'abord, doit se traduire par une importante production, une production en masse des informations sur l'Afrique des Lumières, c'est-à-dire l'Afrique des sciences, des arts et des lettres. Et à la suite, il s'emploie à submerger les filles et fils d'Afrique. Mais toutes les filles, tous les fils d'Afrique, pas seulement une partie. Ça, c'est, on pourrait dire, une première caractéristique du combattant africain de demain. Concrètement, cela doit se traduire par une abondante production donc, de livres, de comptines, de chansons, de jeux, de jouets, de marionnettes, d'événements, etc., sur cette Afrique des Lumières, par ce combattant africain de demain. Mais en plus, très important, il a compris aussi que pour cela, pour reprendre ce contrôle, il faut qu'il crée de nombreuses structures associatives, notamment, mais aussi entrepreneuriales, associatives, surtout pour encadrer les membres de la communauté, les guider, les éduquer, comme par exemple, car ça existe déjà, des structures de ce type. Par exemple, il y a l'association Afrocentricity International qui a une sous-structure qui s'occupe, où ça va se faire bientôt. L'annonce a été faite par Afrocentricity International il y a quelques mois et ça doit commencer à la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre prochain. Eh bien, ils vont créer une unité pour apprendre aux adultes l'Afrique de lumière. Alors, ça peut ne pas paraître extraordinaire, pourtant ça l'est, parce que ce type de structure n'existe pas. Les quelques Africains qui ont une certaine conscience et qui veulent connaître, eh bien, ils doivent le faire par eux-mêmes. Il n'y a pas de structure créée à cet effet. Et donc, ce que fait Afrocentricity International, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire et c'est surtout salutaire. Il y avait une association avant Afrocentricity International qui le faisait, mais là, me semble-t-il, elle est en sommeil, pas pour très longtemps, d'après les informations que j'ai. C'est Apprends-moi à comprendre. L'association Apprends-moi à comprendre, qui s'employait à encadrer des enfants dès l'âge de 3 ans jusqu'à 15 ans pour toujours leur apprendre cette Afrique des Lumières. Donc, voilà, en plus de la production à grande échelle, en grande diversité d'informations contenues dans des livres, des comptines, des chansons, etc., eh bien, la création de structures pour encadrer et guider le peuple. C'est nécessaire. Dans d'autres communautés performantes depuis longtemps, par exemple la communauté juive, il y a une structure qui a été créée justement pour rendre plus efficace leur communauté. Elle est assez connue. Elle est connue déjà sous le sigle de ORT. ORT qui signifie organisation, reconstruction, travail. Donc, rien que par les initiales et chacun de ces termes, on comprend l'optique de
cette structure? Eh bien, il y a en France, en Europe et dans le monde des milliers de structures de l'ORT, d'unités de l'ORT. Hein? Donc, nous aussi, on va comprendre que la création de structures est importante. J'ai insisté sur les structures associatives, mais les structures entrepreneuriales sont aussi indispensables. Nous sommes ici dans une structure entrepreneuriale, la librairie Taméry. Eh bien, les structures entrepreneuriales doivent aussi foisonner dans notre communauté, prendre le contrôle de nos marchés sur tous les plans, la production des idées, la formation des idées, mais aussi je dirais, les commodités de la vie de tous les jours, avec la nourriture, la voiture, etc. On doit être présent dans tous les domaines. Et cela en créant des structures adaptées à chaque situation. Voilà. Pour préciser ce que j'entendais par le combattant africain de demain, mais je n'en suis qu'à la moitié, puisque j'ai dit que ce combattant, il a compris que sa mission exclusive est de reprendre le contrôle de la tête et de la pensée des filles et fils d'Afrique, aux dépens des puissances étrangères orientales et occidentales. Et j'ai ajouté, de plus, il a compris comment on parvient à reprendre ce contrôle vital. Eh bien, comment parvenir à cela? C'est, je dirais, la deuxième caractéristique que réunira ce combattant africain de demain. Eh bien, il faut savoir que la reprise du contrôle n'est pas automatique, loin de là. On pourrait même dire qu'elle est hasardeuse, puisqu'elle résulte d'une guerre, mais une guerre où il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, comme la guerre militaire. Donc une guerre, et qu'il faille gagner cette guerre. Alors, quelle est cette guerre? Eh bien, c'est la guerre de l'information, de la connaissance et de la communication. Le combattant africain de demain, eh bien, il va se distinguer, il va s'illustrer en gagnant cette guerre de l'information, de la connaissance et de la communication. Car aujourd'hui, eh bien, je dirais, non seulement il ne la gagne pas, mais j'ai le sentiment, alors, lorsque je dis le combattant africain d'hier et d'aujourd'hui, je précise, je suis là-dedans. Hein, je ne alors je vais essayer de trouver le mot, tu vas m'aider. Voilà, voilà, désolé, j'ai quelques mal à prononcer ce mot. Alors, extirper. Bon, allez, je vais continuer. Alors, non seulement on n'a pas compris, on ne livre pas de guerre, donc mon collectif auquel j'appartiens, on ne livre pas de guerre, mais et donc on ne peut même pas la gagner, puisque on n'a pas compris qu'il y a une guerre. Et donc, c'est l'Occident et l'Orient qui gagnent jusque-là cette guerre, et qui sont prêts à tout pour continuer à la gagner. Et cette guerre peut même déboucher sur des guerres économiques, ou prendre la forme de guerres économiques, politiques, militaires même. Et donc, le combattant africain de demain aura bien compris que, on pourrait dire, la guerre vitale, la guerre centrale, c'est celle de l'information, de la connaissance et de la communication. Et il se doit de la gagner pour parvenir à reprendre le contrôle de la tête, de la pensée des filles et fils d'Afrique, aux dépens, je le redis, des puissances étrangères, occidentales et orientales. Je vais préciser, avant de finir mon propos, orientale, je précise. Lorsque je dis orientale, je pense tout d'abord aux nations arabes, mais on pourrait dire juives aussi, qu'on appelle de manière générale les sémites, qui ont
notamment sur le plan, on pourrait dire, de ce qu'on appelle les religions, sont parvenus à conquérir, je dirais, pratiquement toute l'Afrique. Alors, je devrais aussi ajouter les peuples d'Europe à travers le christianisme, pour cette conquête de la pensée des Africains, des Africaines. Et donc, l'Orient, c'est déjà ça, mais il faut aller plus loin. Plus loin, c'est ce qu'on appelle habituellement l'Extrême-Orient. Et donc, la Chine, aujourd'hui, est en train, elle aussi, de, je dirais, s'attaquer aux esprits africains, euh, euh, à la pensée africaine. Avant elle, même si elle est toujours là d'ailleurs. Le Japon aussi s'est employé, s'emploie à ça. Donc, pour l'Europe, très souvent c'est clair. On dit c'est la France, pour nous qui sommes en Afrique francophone, qui essaie de contrôler nos têtes, de nous aliéner. Certains même, comme Cheikh Anta Diop a eu l'occasion de dire, de nous abrutir. Pour ceux qui ont été colonisés par les Britanniques, eh bien, comme le Nigeria, le Ghana, on va dire, ce sont les Anglais, etc. Donc, ces puissances étrangères, occidentales et orientales, sont prêts à tout pour continuer à gagner cette guerre. Et face à cette détermination sans faille en face, nous devons faire preuve au minimum de la même détermination. Et c'est ainsi qu'on pourra gagner cette guerre. Alors, ici, les combattants africains doivent continuer à produire abondamment de l'information sur l'Afrique des Lumières et de créer une multitude de structures associatives et entrepreneuriales. Cependant, les enfants, les tout petits, les bébés, auront la priorité. Cette fois-ci, c'est ce que le combattant africain de demain aura compris. La production d'informations sur l'Afrique de Lumière pour les enfants, les tout petits, les bébés, doit devenir la priorité. Et les adultes vont passer au second plan. Ils ne vont pas disparaître. On va continuer aussi à produire pour eux. Alors, pourquoi cela? Tout simplement parce que nous, les adultes, on n'est pas, j'allais dire ce terme qui me venait à l'esprit, il est difficile de nous guérir de tous les maux, et même je pourrais dire de toutes les tares qui nous ont été inoculés depuis notre plus tendre enfance. Et pour ceux qui, une très petite minorité, ont eu la chance d'avoir connaissance de l'Afrique des Lumières, eh bien, ça s'est produit très tard, le plus souvent. C'est-à-dire qu'on avait déjà 18 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Eh bien, lorsqu'il en est ainsi, on ne peut pas, on peut pas guérir totalement. Euh, 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 J'aime même dire, c'est pas de la provocation, je le pense, je suis sincère en disant cela. Même nos grosses pointures, elles-mêmes, ne sont pas totalement guéries concernant ces tares qui viennent de notre plus tendre enfance, parce que elles sont logées dans notre subconscient et donc ça ne s'enlève pas aussi facilement que cela. Par contre, les enfants, les tout petits, les bébés, eh bien, eux, ils arrivent avec l'esprit neuf. Et si donc nous sommes là dès le départ, avant qu'on ne leur inocule les Reines des Neiges, les mangas, etc., venant donc de l'Occident ou de l'Orient, eh bien, là, nous aurons des Africains, des Africaines avec une tête bien construite, une tête, on pourrait dire par opposition à aliénation, eh bien, une tête libre qui se dirige elle-même et non pas sous influence étrangère.
Et donc, voilà pourquoi je dis que les tout petits, les bébés, ils auront la priorité chez le combattant africain de demain, euh, euh, avec cette considération, eh bien, on assure l'émergence d'une génération naissante et montante vers l'excellence au plus haut niveau mondial. Pour retraduire les choses, ce que je viens de dire, peut-être plus laconiquement, j'ai élaboré cette, je dirais, ce que je peux appeler ces quelques vers. J'aime bien dire qu'aujourd'hui a été préparé hier. Demain se prépare aujourd'hui. Demain, ce sont nos actuels tout petits. Et je termine en disant que la réussite de l'avenir se prépare. Je dis cela, c'est pour qu'on comprenne bien que ce sont les enfants l'avenir et il faut préparer l'avenir, donc il faut les préparer. Ne pas continuer à faire comme le groupe des intellectuels d'hier, auquel j'appartiens, de négliger les tout-petits, de laisser l'Orient et l'Occident former notre jeunesse. C'est la meilleure façon de se condamner à rester une super impuissance pour l'Afrique. Donc, elle se met au service de ces tout-petits, de ces bébés, et n'en laisse le soin à personne d'autre. Voilà. Je termine mon propos ainsi. Je répondais donc à cette question: que doit faire concrètement le combattant africain pour redonner à l'Afrique sa superpuissance? Eh bien, je redis, c'est les combattants africains, c'est que le combattant africain va reprendre le contrôle de la tête, de la pensée des filles et fils d'Afrique, aux dépens des puissances étrangères, orientales et occidentales. Merci de votre attention. Si vous souhaitez poser des questions, je suis disposé à répondre pour donner des précisions. Tout le monde peut poser des questions. Ouais. Alors, en attendant que viennent les questions, j'avais dit aussi dans mon teaser que j'allais profiter pour présenter brièvement on peut dire mon dernier bébé, on l'appelle parfois comme ça, c'est mon dernier livre, dont le titre est « Les grandes inventions africaines et afrodescendantes racontées à nos filles et fils ». Et je précise entre parenthèses, de la préhistoire et l'Antiquité à nos jours. Alors, il est précisé que ce livre, c'est la collection Nos préados et l'avenir. En fait, il est destiné à, on va dire, toutes les personnes, à partir du niveau collège, qui aiment lire et surtout veut comprendre, veut savoir pourquoi l'Afrique est dans cet état et surtout comment la relever. Et donc, c'est un livre, on peut dire, c'est pour le grand public, adolescent et adulte. Et c'est ce type de livre, à côté de ceux pour les bébés, qui manque énormément, cruellement. Et depuis un mois qu'il est paru, personnellement, j'en ai vendu plus de 200.
C'est, je dirais, mon meilleur score depuis que j'écris, voilà 11 ans. Et donc, j'invite la communauté à se le procurer. Alors, les parents, l'offrir à leurs enfants, mais les parents eux-mêmes, comme je le disais dans mon exposé précédemment, en général, ne connaissent pas assez d'Afrique des Lumières. Et par conséquent, les parents aussi seront nombreux à trouver matière pour commencer euh, à, à se cultiver, à renouer avec la culture, à faire en sorte que l'Afrique renoue avec la culture. Culture qui doit devenir notre seconde nature. Donc, voilà les grandes inventions africaines et afrodescendantes racontées à nos filles et fils. Là-dedans, on trouvera aussi bien les grandes civilisations depuis l'Antiquité jusqu'à la période récente que de grandes inventions antiques et à l'époque moderne, ou encore de grands, ou on pourrait dire des réussites individuelles, comme je pourrais citer comme réussite individuelle Aliko Dangote. Voilà, je suis à la page où il y a Aliko Dangote. Alors, qui est Aliko Dangote? Tout le monde ne sait pas. C'est la personnalité noire la plus riche sur Terre. Et bien entendu, Aliko Dangote est un multimilliardaire. Donc, voilà des réussites individuelles qu'on trouvera. J'ai tourné la page suivante et bien, je suis tombé à Eusanne Palsy. Eusanne Palsy, qui est de la Martinique, c'est une grande réalisatrice qui n'a pas eu beaucoup de succès en France, même si elle a eu des prix, mais qui a eu beaucoup plus de prix à l'étranger, notamment aux États-Unis. Son premier succès a été Recase-Nègre, un film tiré d'un livre de Joseph Zobel, un auteur martiniquais. Et donc, Recase-Nègre a bercé depuis 30 ans, voire 40 ans, l'enfance je dirais, beaucoup d'entre nous. Alors, je ne vais pas dire tout, je termine en disant qu'il y a même notre footballeur qui tire plus vite que son ombre. Alors, c'est qui ce footballeur qui tire plus vite que son ombre? Eh bien, c'est notre fameux Kylian Mbappé. Donc, le voilà qui embrasse le trophée qu'il a contribué à gagner avec l'équipe de France, la Coupe du Monde de football en 2018. Voilà. Donc, un super livre pour la communauté et surtout pour tous nos débutants à partir du collège. Voilà. Je montre aussi, même si eux, ils datent de 3 ans déjà, presque 3 ans, mais mes livres qui constituent ma plus grande fierté, c'est mes livres pour nos bébés à partir de 3 mois. Donc, on peut voir, alors, on va commencer par Cheikh Anta, Bébé Cheikh Anta. C'est un livre qui profitera à nos bébés dès l'âge de 3 ans. Et on a comme équivalent féminin Bébé Easy Santa. Donc, ce sont mes 2 super livres. Ils n'ont pas plus de 16 pages. Il n'empêche que, pour moi, voilà mes super livres. Et mon autre livre de près de 300 pages qui s'adresse, je l'ai mis ici, aux intellos, eh bien, ils viennent après Bébé Cheikh Anta et après Bébé Easy Santa, pour ce qui est de ma fierté. Voilà. Alors,
s'il y a des questions, je peux les écouter. Carlos qui est dans l'assistance et qui généralement a toujours de bonnes questions. Qu'est-ce qu'il souhaite me demander dans tout ce que j'ai dit qui parfois a pu être perçu comme horrible, notamment lorsque j'ai dit que l'Afrique c'est une super impuissance et que nous, les combattants d'hier et d'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors, je ne sais pas, j'essaie de... Non. Alors, OTEP à tout le monde, hein, de toute façon, d'habitude, c'est le frère d'honneur, le frère Nzafio, qui dirige le live. Voilà, je me suis permis aussi de le remplacer, voilà, ce soir. Donc, je remercie encore le frère Kam Kama, vraiment pour les lumières qu'il apporte dans notre endroit, hein, l'endroit préféré des Kamites de Paris, donc la librairie Taméry Sematawi. C'est notre QG ici. Vraiment, je trouve que le travail que tu produis, en tout cas, tu fais partie des gens qui me rendent fier vraiment d'appartenir à cette communauté. Parce que comme je me permets de te tutoyer pour les internautes qui seront peut-être étonnés, parce qu'on se connaît. Et vraiment, le travail que tu abats est vraiment très, 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 très intéressant et très pertinent. Non seulement tu suis justement le trajet que nous suivons tous, hein, de tous nos aînés, dont Cheikh Anta Diop peut être un des exemples, mais en plus, tu produis, tu écris des livres. Et ça, franchement, bravo. Et c'est vraiment, je suis très heureux que tu puisses vraiment venir à la librairie Taméry, nous faire bénéficier de toutes ces lumières et surtout à nos enfants, à la génération qui suit. Franchement, bravo. Alors, en ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui, bon, comme je suis community manager, j'ai plutôt observé les commentaires et il n'y a pas vraiment des questions directes. Mais il y a, on va dire, deux, trois observations qui méritent d'être, on va dire, notifiées comme si c'était des questions, en fait. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont été réactives pendant le live. C'est vraiment, ça fait plaisir. Ça prouve qu'on n'est pas une communauté passive. Et justement, on n'est pas vraiment, on ne correspond pas dans la deuxième catégorie que tu as définie des éternels élèves. Les gens sont vraiment réactifs. Voilà. Et ça fait plaisir. Alors, j'aimerais déjà remercier, alors je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, Maëm Mik en ligne, au TEP à toi. Et donc, cette personne, donc, je ne sais pas si c'est un frère et une sœur, donc c'est pour ça que j'emploie la neutralité. Donc, cette personne a fait une remarque que je trouve vraiment, entre guillemets, pertinente, comme si c'était une question, et j'aimerais avoir justement ta réaction vis-à-vis de sa remarque. Alors, elle dit ceci: on ne sort pas de 3000 ans d'asservissement dans la réserve. Il faut combattre pour notre arme principale, le savoir et notre raison. C'est vraiment comme ça. Elle approuvait exactement, cette personne approuve, entre guillemets, ton propos. Et je ne sais pas quelle est ta remarque, justement, face à son observation. Relis-la moi. Alors, je relis. Donc, on ne sort pas de 3000 ans d'asservissement dans la réserve. Il faut combattre par notre arme principale, le savoir et notre réseau. D'accord. Alors, je trouve effectivement qu'elle va dans mon sens, hein, en disant que effectivement, on a été, on peut dire, alors, c'est pas tout d'abord dominé intellectuellement, on a été dominé militairement, et une fois qu'on nous a dominé militairement, on nous a dominé intellectuellement. Hein, et il est bon de dire que la domination la plus profonde, la plus forte, c'est celle intellectuelle, celle mentale. Lorsque on contrôle une personne ou un peuple mentalement, eh bien, on n'a même pas besoin d'utiliser la domination militaire. Hein. Donc, effectivement, pour sortir de cette domination,
pour reprendre le contrôle de nos vies, de notre existence, c'est par la connaissance. Et je dirais, plus c'est en gagnant, je le redis, la guerre de l'information, de la connaissance et la communication, parce que c'est une guerre, hein, et c'est même la guerre centrale, hein, la guerre fondamentale, c'est la guerre de l'information, de la connaissance et de la communication. Oui. Alors, je vais rajouter quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire dans mes lives, et tout d'abord dans ce livre, qui est sorti il y a 6 mois maintenant, puisque j'ai produit plusieurs lives à la fin de l'année dernière, 2023, pendant ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année, à la librairie Taméry. Et j'ai eu l'occasion de dire que, en fait, notre domination n'a pas commencé il y a seulement 3000 ans. Alors, je dis seulement 3000 ans, en sachant que souvent, on va plus parler de 500 ans, lorsqu'on a en tête essentiellement la domination européenne. Et si certains en savent un peu plus, en tenant compte de la domination arabe, ils vont dire 1400 ans. Mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, la personne a eu raison de dire 3000 ans. Je pense que pour dire ça, elle a sans doute en tête notamment la chute de l'Égypte antique. Exactement. Oui. Et même un peu plus haut, puisqu'elle a dit 3000. Hein. Oui, hein, c'est pour cela qu'on a parlé de la dernière des périodes intermédiaires. On parle de basse époque. Hein. Troisième période Oui, troisième période intermédiaire, et puis qui nous mène à basse époque. Hein. C'est pour dire que l'Égypte, on la voit s'effondrer. Et j'ai coutume de dire que ça a commencé il y a 10 000 ans. Oui. Oh. Oui, mais tu es surpris pourtant, tu as assisté à mes lives, et je l'ai dit plus d'une fois. J'ai dit ça a commencé, j'ai pas dit que la domination a été totale dès 10 000 ans, mais elle a commencé. Elle est totale, en gros, on peut dire, depuis 300 ans. 300 ans à peu près. Car depuis 300 ans, nulle part sur Terre, on ne peut trouver de souveraineté africaine, depuis 300 ans. 400 ans encore un peu avant, même lorsqu'il y avait les déportations vers les Amériques par les Européens, il y avait encore des nations africaines qui n'étaient pas touchées, car l'Afrique est un tellement grand continent que certains peuples encore étaient épargnés. Par contre, lorsque les Européens débarquent pour ce qu'on appelle la colonisation de l'Afrique, eh bien là, on va dire chaque coin et recoin est pris d'assaut. Et là, la domination donc devient totale parce que cette Afrique qui, 10 000 ans en arrière, contrôlait toute la planète, puisque il y a avec nous, hein, alors, c'est pas tout à fait 10 000 ans en fait. Là où on peut dire il y avait que nous, c'est plus 30 000 ans, 40 000 ans en arrière. C'est-à-dire que toute la planète était africaine, partout, partout, partout. Mais avec ce qu'on appelle les dernières périodes glaciaires, vurmiennes notamment, hein, c'est un des noms qu'on lui donne, eh bien, dans les parties qui étaient sous les glaces, selon la thèse, je dirais, scientifique dominante, eh bien, les Africains qui se retrouvent bloqués dans ces zones très froides commencent à muter physiquement, ils deviennent plus clairs, leurs cheveux laineux deviennent lisses, hein, et puis d'autres caractéristiques encore physiques. Mais les mutations sont encore plus fortes sur le plan psychique, sur le plan mental. En gros, d'un être plutôt convivial, pacifique, il devient très agressif. Hein, et donc, l'Africain qui vit là, dans cet univers glaciaire, eh bien, se transforme
on va dire, en guerrier, on va l'appeler comme ça pour être diplomatique, hein. Et ça, comment dire, une fois que les glaces disparaissent, cette période urmienne glaciaire disparaît, donc il y a 10 000 ans en gros, eh bien ces Africains, mutants africains, on pourrait dire, qui sont blancs, jaunes, on pourrait dire, eh bien, se déboulent maintenant sur les parties tropicales qui sont restées chaudes, grouillantes de faune, de flore, d'abondance. Donc, eh bien, ils nous tombent dessus par vague, par vague, par vague, jusqu'au moment où, je dirais, ils finissent par prendre jusque le continent. Hein. Au départ, on va dire, c'est Sumer, c'est l'empire, le, les Dravidiens, la vallée de l'Indus. On peut dire que c'est les Olmecs en Amérique, c'est les Mayas. Et puis, petit à petit, ils se rapprochent de l'Afrique. Et on peut bien le voir avec l'Égypte. L'Égypte perd en souveraineté aussi progressivement. Hein. Une première grande alerte, c'est lorsque les Hyksos, notamment, ou les peuples de la mer, donc un peu vers moins 1500 ans avant Jésus-Christ, commencent à inquiéter les Africains, les Hittites un peu encore après, hein, et puis, comment dire, ce qu'on a appelé, ce que les Blancs ont appelé les pharaons noirs. Eh bien, pourquoi c'est eux qui, une fois encore, vont devoir bouter les étrangers assyriens qui étaient venus conquérir l'Égypte, hein? C'est parce que l'Égypte était déjà affaiblie à un point qu'elle n'arrivait plus à contenir ces vagues, ces hordes, on pourrait dire, étrangères. Et le coup fatal finit par arriver en moins 525 avec les Perses de Cambyse. Et depuis cette date-là, il n'y a plus de souveraineté africaine en Égypte antique. Hein, donc, c'est un processus long qui a commencé donc bien avant moins 3000 ans, avant nous, qui n'est pas perceptible tout de suite, je dirais, parce que moi, je n'ai pas encore lu d'études d'historiens qui disent cela. Moi, je dirais, c'est sorti de ma compréhension des faits, dont j'ai pris connaissance notamment chez Cheikh Anta Diop. Et je l'ai dit donc très fort lors des lives que j'ai fait à Taméry au mois de décembre et janvier dernier. Donc j'attends je dirais les réactions des historiens notamment pour me dire non, tu te trompes ou c'est pertinent. Bon, j'attends, je ne l'ai pas encore eu, donc j'attends. Voilà. Ok, très bien. Alors, juste, je vais reprendre aussi justement une réaction, un constat que je vais poser comme si c'était posé sous forme de question, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est une remarque faite par certains Mahatik Civilisation, auteur patois. Donc, cette personne dit ceci. On ne peut, alors, je pense qu'elle faisait allusion au fait que tout à l'heure, tu comparais justement, en comparant des pays d'Asie par rapport aux pays d'Afrique qui étaient sous-développés à un certain moment, et puis aujourd'hui, la Corée du Sud, etc. etc. Bref. Donc, cette personne a dit ceci. On ne peut pas comparer un seul pays d'Asie à un continent entier, harcelé, détruit et tué à chaque fois qu'il fait un pas en avant. C'est incomparable. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu as à lui répondre à monsieur ou madame Mahatik Civilisation? D'accord. Alors, c'est vrai qu'après j'ai étendu à toute l'Afrique, mais au départ, et j'ai même dit que je m'inspirais de, alors je ne sais pas si c'est des historiens, mais de personnes qui avaient déjà dit ça bien avant moi. Et eux, ils ont fait une comparaison pays par pays. Ils ont dit Corée du Sud et Côte d'Ivoire ou Cameroun. Hein. Donc je suis d'accord pour dire avec cette personne que une comparaison un pays, un continent n'est pas pertinent. Hein. Mais j'ai précisé que initialement c'est pays contre pays. Il n'empêche que
moi je dis ceci, on prend la Corée du Sud avec n'importe lequel des pays d'Afrique, hein, donc je ne vois pas tout le continent d'un bloc, mais n'importe lequel, eh bien, on va voir un fossé entre les évolutions dans le développement. Hein, et j'ai même dit le Nigeria, qui est la locomotive africaine, est distancé aussi par la Corée. Le PIB de la Corée doit être pas loin de 3 milliards. 3 milliards, si je ne m'abuse, est-ce que c'est pas plus? Alors que aucun pays africain n'atteint 500 millions. Le Nigeria, bon, j'ai pas parfaitement les chiffres en tête, mais je serais tenté de dire doit être peut-être à 200 millions. On peut le vérifier, hein, ça peut. En tout cas, il y a un fossé entre la Corée du Sud et le Nigeria. Ok. Alors, je pense que ça va être la dernière, hein, parce que bon, toutes les autres questions se ressemblent un peu. Alors, c'est monsieur ou madame Womba, non, c'est un monsieur, Womba le Kamit. Voilà. Otep à toi, mon frère. Donc, voilà, je lis son commentaire. Otep, je viens de prendre l'émission en cours. Une question. Comment fait-on pour déloger tous ceux qui nous trahissent dans nos rangs? Voilà, j'espère que cette question est dans le sujet. Otep. Totalement dans le sujet, totalement. Je vais dire par non seulement le développement de ce que je pourrais appeler l'ingéniosité en nous. Ingéniosité qui vient par le fait que on nous apprend dès le plus jeune âge que, pour reprendre une expression des Occidentaux, nous sommes de la race des seigneurs. Hein? Et ça, sur la base de l'Afrique des Lumières. Lorsqu'on nous parle de l'Afrique, de nous, hein, eh bien, on nous dit, regardez, ça c'est vous. L'écriture, les mathématiques, les sciences, tout c'est vous. Hein? Les autres étaient, comme l'a dit Malcolm X, mais bon, après des historiens, dans des grottes, lorsque nous, on bâtissait des tombes. Hein? Eh bien, voilà, je dis, c'est cette présentation des choses, d'entrée de jeu, qui t'amène à, je dirais, accéder progressivement à l'ingéniosité. Donc, tu trouves les solutions pour, on va dire, non seulement défaire les puissances étrangères, mais aussi les puissances malveillantes internes, les traites, ce qu'on pourrait appeler les traites. Hein? Et comment dire, donc c'est ça, c'est ce développement de l'ingéniosité, mais lorsque justement on n'est pas seulement un, deux, mais on est maintenant des millions, voire des milliards à être dans cette conscience historique, eh bien les traites, on va dire, ipso facto, ils sont neutralisés. Hein, ils n'osent pas, on est tellement nombreux. Et c'est pareil, les autres en face. Lorsqu'ils voient tout un peuple avec une conscience historique, comme les Japonais, tu vois, les Japonais, c'est 120 millions le Japon d'habitants. Eh bien, 120 millions, même 60 millions pour la Corée, c'est, comment dire, c'est massif. Par contre, aujourd'hui, je dirais les combattants africains, si on atteint 2 millions, 3 millions, je dirais ça va pas plus loin. Hein, dans le monde, et si je tiens compte, je dirais, j'allais dire des vrais, parce que ce que j'ai appelé les combattants de l'entre-soi, et puis ceux étant étudiants, pour moi, ce n'est pas vraiment des combattants. Hein. Les combattants, c'est ce que j'ai dit, les chercheurs, les brillants chercheurs. Là, il y a de la matière, là. Ouais. Hein, au Benga, moi, il me bluffe. Moi, je dis, comment il fait? Je ne sais pas. Ouais. Ok. Je ne sais pas si tu as terminé. Oui, j'ai dit l'essentiel. Donc, comment on fait? Eh bien, c'est en développant chez nous, donc c'est cette conscience, conscience historique, même si c'est une notion, on va dire,
au niveau macro, conscience historique. Mais au niveau micro, l'équivalent, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, la confiance en soi, tu vois, hein, qui part de la connaissance de soi. C'est-à-dire tu connais l'infinie capacité de création que tu as. Lorsqu'on dit création, inventivité, c'est-à-dire la capacité à trouver des solutions à tous les problèmes de l'existence. Donc, les traites, on va les neutraliser sans problème, comme la Chine le fait avec ses traites, comme le Japon le fait avec ses traites, on pourrait dire comme l'Iran le fait avec ses traites. Eh bien, voilà, il y a des traites aussi chez eux, mais il y a une telle conscience historique que, comment dire, c'est pas un problème majeur pour eux. Pour nous, oui, 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 parce que la conscience historique, elle est faible. Alors, une dernière question qui vient d'être posée par la sœur Rose Mendy. Alors, elle dit pourquoi les Noirs sont obligés de coopérer avec les Occidentaux et les arabisés après ce qu'ils nous ont fait? Alors, c'est pas moi qui ai dit que nous sommes obligés de coopérer. Sans doute, c'est quelque chose qu'elle a observé. Et elle a raison de dire ça. Pour moi, la domination fait que on est contraint de coopérer. Alors, lorsqu'elle dit coopérer, encore, il faudrait préciser. Pour moi, on ne coopère pas. C'est comme on dit pour la France. La France parle de coopération entre la France et l'Afrique. Bon, il n'y a pas de coopération. Il y a du pillage de la France en Afrique. Et donc, c'est pareil. Les Arabes, elle a parlé de qui encore? Elle a dit Arabes et Occidentaux et Arabes. Donc, pareil, les Arabes, comment dire, pillent l'Afrique. Ça avait commencé dès le départ, avec l'expansion de l'islam en Afrique, et ça continue. Moi, j'aime bien dire aussi, là aussi, je dirais, j'ai pas vu ça vraiment dans des analyses historiques. Alors, comme j'ai pas tout lu, peut-être que certains l'ont dit, si l'Europe n'était pas arrivée au XVe siècle, eh bien, toute l'Afrique serait alors arabisée, parce que c'est le terme qu'elle a employé. Toute l'Afrique serait arabisée, on pourrait dire islamisée, si l'Europe n'était pas arrivée. Donc, l'Europe est arrivée plus puissante, notamment militairement, à arrêter l'expansion donc arabisante, on va dire. Et de là, la moitié sud, tu vois, elle est plutôt européo-chrétienne, et puis la moitié nord, elle est plutôt arabo-musulmane. Oui, donc c'est pas une coopération, c'est l'Afrique jusque-là subit la domination, le pillage, si on veut parler aussi comme Césaire, la chosification de son être, ou la diabolisation de son être, comme ils vont diaboliser les ancêtres, la spiritualité africaine. Donc, on n'est pas dans la coopération, on est dans... alors, c'est quoi? On ne dit pas subissement, on est dans... on va dire, on subit, voilà, on subit, on ne coopère pas. Oui. Ok. Donc, pour l'instant, voilà, je ne vois pas d'autres questions vraiment pertinentes. Oui. Donc, voilà, moi, j'aimerais justement remercier toutes les personnes qui vraiment commentent parce que c'est très important que vraiment cette plateforme, la structure Taméris et Matawi, soit soutenue par tous les Kamites du monde entier et les amis des Kamites, qui ne sont pas forcément Kamites. Il y a des gens qui sont intéressés à notre lutte, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, partagez toutes les vidéos, partagez tous les articles et surtout, visitez le site internet, s'il vous plaît. C'est Taméris et Matawi. La librairie, c'est une librairie en ligne. Voilà, c'est la librairie en ligne. Donc, n'hésitez pas à acheter les livres parce que c'est justement en achetant nos produits qu'on va vraiment constituer notre économie. Et c'est cette économie-là qui nous fait
défaut, en fait. Mm. C'est pour ça que le colon arrive à faire ce qu'il veut Mm. de nous, de nos Mm. États, parce que voilà, on n'a pas cette force, cette puissance économique-là. Mm. Donc, s'il vous plaît, soutenez Tamiri Sematawi, achetez les livres à Tamiri Sematawi, achetez les livres de Kama Makeda Sabas et d'autres auteurs, justement, dans cette librairie. Et puis, voilà, c'est comme ça, justement, qu'on va avancer. Oui. Donc, je peux rejoindre je tout. te laisse Oui, mais le dernier mot. c'est seulement pour prolonger ce que tu as dit. Je ne suis pas le premier à avoir produit des livres pour enfants et avoir compris ça. Le premier, c'est Omotunde. Donc, ces livres aussi pour enfants sont des références. Hein, c'est les premières références. Et il y a encore, alors on n'est pas nombreux, mais on pourrait dire une petite quinzaine. C'est pas beaucoup par rapport au manga et par rapport aux Reines des Neiges et autres. On est quand même une petite quinzaine. Donc, il y a Jalissa Sekhmet aussi, qui fait du très bon travail pour les enfants. Pour moi, c'est elle qui a produit le plus gros travail avec ces 2 livres concernant l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Exactement. Hein, donc, ce que j'ai fait là, elle avait déjà fait et bien adapté aux petits, puisqu'elle a aussi pour les 6-9 ans. Hein. Il y a aussi Billon, Djouti, hein, il y a Safia, Grandeur Noire, Juliette Esmeralda, et puis je l'ai dit aussi, alors, ça j'ai omis de le dire dans mon exposé, mais il y a Afrocentricité internationale qui va faire pour les adultes, mais qui fait déjà pour les enfants. Et ils ont non seulement produit des livres pour les enfants, plusieurs, mais ils ont créé un atelier pour recevoir les enfants. Donc, ils ont les livres et la structure. Les ateliers Racine. Les ateliers Racine, c'est ça. Exactement. Oui. Exactement. En tout cas, merci encore pour ce live. Et bon, bah, je pense qu'on est impatient de te voir encore revenir, en fait, nous délivrer ton savoir. En tout cas, je ne sais pas, je pense que tu as dit ton dernier mot. Je remercie les internautes, alors les followers, c'est ceux qu'on a, c'est l'armée m'avait dit, qui m'ont écouté et ceux qui vont aussi le faire par la suite. Hein, et moi, j'ai envie de dire, c'est un échange, hein, car je veux m'assurer que comment dire, ma compréhension de Cheikh Anta Diop est vraiment pertinente parce que je l'ai dit, Cheikh Anta Diop, je l'ai dit notamment dans ce livre-là, dans la 4e de couverture, si on appliquait sa géostratégie, généralement on ne dit pas ça, on dit Cheikh Anta Diop, bon il a écrit, moi je dis c'est une géostratégie, et bien si on l'appliquait, l'Afrique en 2 générations maximum était debout. Donc si ceux qui m'écoutent ont des objections, je vais les entendre car je suis convaincu de ça. Si on appliquait aux stratégies de Diop, l'Afrique serait déjà debout, serait déjà une superpuissance. Pourquoi ça s'arrête? Ah, ok. Ouais, donc, juste histoire de vraiment de terminer en beauté, j'aimerais rappeler l'adresse de la librairie Tamiri Sematawi. Et j'invite tous les kamites qui peuvent se déplacer, surtout les kamites de Paris, de venir acheter les livres. Ici, c'est un paradis. Franchement, venez ne serait-ce qu'une fois. Le paradis du livre. Ah là 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 là, vous aurez du mal à repartir. Honnêtement, venez, ça se trouve 19 rue du Chalet, Paris 10e, métro Belleville. OK? Dès que vous arrivez au 19 rue du Chalet, il y a un interphone, vous allez juste à sonner à Tamiri, librairie Tamiri. Voilà, c'est bien indiqué. Vous sonnez, vous rentrez à Ah ouais, d'accord, ok. Oui, donc, excusez-nous, il y a une petite coupure technique. Donc, voilà, je disais donc, j'invite tout le monde à venir. C'est voir, parce que nos dévanciers l'ont dit, nous ont laissé des mots comme juste des défauts techniques.
notre aîné Cheikh Anta Diop a dit « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Beaucoup de gens ont peut-être une compréhension un peu diverse de cette phrase, mais en fait, on doit lire, on doit venir s'instruire. Et la librairie Taméry Semataoui, elle est là pour ça. C'est vraiment, c'est pas pour rien, Taméry. C'est vraiment la terre bien-aimée. On doit aimer cet endroit-là, parce que cet endroit nous donne de la connaissance, nous permet de nous armer de science jusqu'aux dents. Donc, je vous invite à venir au 19 rue du Chalet, 10e, Paris 10e, métro Belleville. Venez acheter un livre, 2 livres, achetez même les livres pour offrir à vos amis, à votre chérie, à vos enfants. Il y a tout ici. Donc, voilà. En tout cas, merci encore, frère Kamkama. C'est moi qui remercie. Et j'espère aussi que les internautes, vous allez visiter tous les réseaux sociaux de Taméry Semataoui, s'il vous plaît. C'est important, l'existence digitale en ligne, la viralité du réseau Taméry Semataoui, que ce soit le site internet et tous les réseaux sociaux. Faites-les vôtres, que ça devienne votre passion, votre destination. Et en plus, venez à la librairie Taméry Semataoui pour acheter des livres. Donc, sur ce, je vous passe aussi le Shememotep, comme on dit, ça veut dire partir dans la paix. Donc, Shememotep à toutes et à tous. Merci encore, frère Kamkama. C'est moi qui remercie tout le monde dans la librairie Taméry.